Oui, bonjour. Alors j'ai proposé à Didier Francfort de rester avec nous parce qu'en fait c'est une sorte de transition puisque ce que nous allons présenter c'est un sous-groupe dans le projet Globamus qui a eu un objet particulier, à savoir le tango, et le tango pas seulement argentin mais le tango dans sa diversité en termes de circulation et en termes d'histoire. Donc le travail de Didier s'enchaîne avec ce que nous avons pu faire du côté d'une sorte d'axe Paris-Buenos Aires, puisque Camila Juárez et Marina Cañardo viennent directement de Buenos Aires pour parler de leur partie. Donc je disais, ça s'enchaîne parce que Didier a travaillé sur le tango, mais aussi parce qu'il est, comme il l'a expliqué, historien, et même il se situe dans une perspective d'histoire culturelle, qui est plutôt ce que nous partageons tous les trois aussi. Mais justement, je pense que l'un des enjeux de ce projet, et je pense que le résultat est probant, c'est de montrer que les cloisons disciplinaires entre ethnomusicologie, musicologie, histoire de la musique et sociologie de la musique, voire de la culture, ne tiennent pas vraiment et qu'on a tout intérêt à, en tout cas, travailler ensemble. Bon, je m'excuse si à ce stade, ça paraît une évidence, mais en tout cas, ça nous a animés pendant ces 4 années. Alors, juste pour résumer très rapidement, ce projet, ce volet tango du projet Globamus s'est décliné sur plusieurs activités ici à Buenos Aires. Il y a une première journée d'études à Buenos Aires en mai 2010. Il y en aura une autre dans 2 mois, en fin avril 2013, donc ça va être un peu la clôture de la clôture. Et entre-temps, il y a eu ce colloque important tango ici à l'EHESS dont Emmanuel a parlé tout à l'heure. Je passe rapidement sur les publications que nous avons pu faire. On en a un peu parlé, moi-même je les ai mentionnées. Je voulais juste ajouter, avant de faire ma communication personnelle, disons, mentionner la présence, la participation très importante dans cette équipe de Federico Monjo, qui a dû rester à Buenos Aires, mais qui a été présent pendant ces 4 années, de Didier, donc, qui est ici avec nous, et aussi de Sophie Jacotto, que j'aperçois, qui est là, et enfin d'Elsa Broclin et Michel Plisson, qui nous ont accompagnés de diverses manières. Donc Michel, je ne sais pas s'il est encore dans la salle. Ah ben le voilà. Voilà, donc ça, c'est juste une introduction du projet Tango en général. Et pour ma part, je vais donc vous faire une petite communication sur un musicien donc, que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Thomas Gubic, donc, qui habite à Paris. Et ce que vous voyez là, c'est quelques images que Momoko Seto a tournées il y a quelques semaines dans sa maison parisienne. On pourrait peut-être en parler d'un point de vue méthodologique, ce que l'approche biographique peut représenter dans une démarche comme la nôtre. En tout cas, ça a été mon choix à la fois pour Gubic et pour 2 autres, j'allais dire 2 autres objets, enfin 2 autres sujets plutôt, Gustavo Beitelman et le groupe Gotham Project, qui a été mon corpus au long de ces 4 années. Donc je vous propose quelques images, quelques sons de Gubic.
Si Ulysse figure dans le titre de cette communication consacrée à l'esthétique du guitariste et compositeur Tomasz Gubicz, c'est tout d'abord en écho à son concert au Théâtre de la Ville en janvier 2012 qui s'intitulait « Le tango d'Ulysse ». En contrepoint avec sa musique, on voyait et on entendait projeter à l'arrière-scène des images et des voix de la dictature argentine de 1976 et 1983, pendant laquelle Gubicz avait pris l'avion pour Paris pour ne plus jamais revenir. Ulysse est donc avant tout une figure de l'exil et de l'errance, même si en fait le voyage de Gubicz n'eut pas pour déclencheur la persécution politique, comme pour bien de ses compatriotes, mais la proposition de rejoindre Astor Piazzolla pour une tournée internationale. À Paris, cependant, il se retrouve rapidement coupé de cette Buenos Aires qui alors plonge dans la terreur des disparitions et des tortures, et tournant le dos à Piazzolla, il rejoint les exilés politiques qui, comme le pianiste et compositeur Gustavo Beitelmann, lui-même pianiste de Piazzolla, se consacre à dénoncer les atrocités commises par la Junta. Dans la vie de Gubicz, toutefois, c'est une histoire plus ancienne que celle des années de dictature qui donne toute sa densité à cette figure d'Ulysse. Celle-ci est également pour lui une variation ou un pseudonyme du juif errant, qui renvoie à l'histoire de sa famille, des juifs d'Europe de l'Est lancés sur les chemins de l'exil par les persécutions nazies jusqu'à leur arrivée à Buenos Aires à la veille de la Seconde Guerre mondiale. L'exil est donc une expérience, mais aussi, ça sera mon hypothèse, une figure esthétique qui caractérise sa musique, forme moderne et singulière de tango ou forme de tango hybride, dont l'appartenance au tango, proprement dit, reste une question ouverte. Or, si le tango lui-même apparaît par contraste comme un genre historiquement stable, son origine fut à son tour le résultat d'une première forme d'errance transatlantique, Didier en a rapidement parlé, celle des émigrés arrivés en Argentine au tournant du XXe siècle, et de là on pourrait suivre la boucle en Europe et ailleurs, bien sûr. Le tango d'Ulysse, le tango comme Ulysse, est ainsi une constante de cette musique, tout autant que le récit singulier d'une trajectoire créatrice qui est aussi l'expérience d'une génération. En effet, si j'ai choisi de vous parler de Gubicz à partir d'Ulysse, ce n'est pas tellement pour faire écho à sa propre mythologie personnelle. C'est parce qu'il y a chez lui une autre errance, une errance musicale, celle-là, et que c'est par elle qu'agit et se concrétise dans sa musique la question de la globalisation qui nous rassemble pour ce colloque. Ulysse, dans l'archipel des genres, c'est ce musicien qui n'arrête pas de passer d'un genre à l'autre, ou plutôt un musicien dont la musique même résonne tout entière de ses passages. C'est une autre manière de mettre un nom sur les formes hybrides ou métissées, car la métaphore de l'archipel me semble éviter quelques-uns des pièges que renferment les notions d'hybridation et de métissage. La critique de l'hybridation n'est pas nouvelle. Métaphore organiciste devenue lieu commun de l'anthropologie, elle charrie avec elle, de manière assez étrange, un principe binaire de reproduction. On ne peut produire des êtres hybrides qu'à partir d'êtres non hybrides, et un principe de stérilité. Les êtres hybrides ne se reproduisent pas. Quant au métissage, il présuppose une notion de pureté raciale dont on se contente d'inverser une valeur axiologique devenue aujourd'hui négative, tout en restant dans un champ sémantique qui définit tout mélange, voire tout échange, dans une logique de filiation. Enfin, les choses ne sont pas plus satisfaisantes avec la métaphore de la fusion, proche de l'hybridation dans l'usage commun, et qui en principe ne représente qu'un cas particulier de celle-ci, à savoir la dissolution des marques génériques d'origine, même si l'usage de ce terme, fusion, depuis les années 70, fut souvent très éloigné de cette signification littérale, car le mot aura servi surtout pour désigner des croisements de genres identifiables en tant que tels. L'archipel des genres, en revanche, appartient à un autre réseau sémantique. J'en ai eu l'idée en lisant un article d'Hervé Glevarec et Michel Pinet, où il est question non pas d'archipel de genre, mais d'archipel de goût, qui est pour eux un autre nom de la notion de portefeuille de goût. L'idée est que les individus, dans la mesure où ils sont omnivores, au sens de Peterson, ce qui de nos jours est plutôt la règle que l'exception, que les individus donc organisent leurs préférences musicales en associant différents genres musicaux, le rock, le jazz, la musique classique, le tango, selon des logiques d'affinité esthétique et de proximité d'accès.
C'est là une intuition qui me semble juste, même si je ne suis pas prêt à suivre ces auteurs lorsqu'ils disent qu'il n'y a plus lieu de parler de pratiques culturelles dominantes ou dominées, du moment que les archipels supposent que les îles soient toutes situées au même niveau, à savoir celui de la mer. Quoi qu'il en soit, en passant de l'archipel des goûts à l'archipel des genres, on obtient une image intéressante pour penser non seulement la réception, mais encore la production de la musique. Si la globalisation contribue à faire que les auditeurs univores deviennent rares, c'est encore plus vrai des musiciens, qui sont bien sûr eux-mêmes d'abord des auditeurs. Les musiciens professionnels qui ne connaissent et ne fréquentent qu'un seul genre musical sont de moins en moins nombreux, et cela a une conséquence directe sur leur manière de jouer et de créer de la musique, même là où leur pratique demeure encadrée par le genre au sens institutionnel du terme. Il est vrai que l'image de l'archipel a l'inconvénient de supposer une différence, pour ainsi dire, ontologique entre ce qui appartient à l'île, c'est-à-dire au genre, et ce qui lui est extérieur, à savoir la mer, comme No Man's Land générique, sans parler des autres îles. Cela tend à durcir la définition du genre au lieu d'ouvrir la perception au caractère fluide et instable de toutes les appartenances génériques. Mais je voudrais, malgré cette objection, vous proposer d'explorer cette métaphore, tout au moins pour le cas de Thomas Gubitsch. En effet, cette diversité des genres caractérise son parcours qui ne fut jamais, à proprement parler, un musicien de tango professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait que composé et joué que pour une orchestra typica, par exemple. Cela n'empêche pas de dire que Gubitsch est bien un musicien de tango, au moins depuis son passage par l'ensemble de Piazzolla. Disons que le signifiant tango, qui de toute façon aura toujours été moins stable que ce son histoire héroïque et nationaliste le laisse entendre, que ce mot s'est mis à flotter sérieusement à partir des années 60 et notamment à cause de Piazzolla lui-même. De fait, le fil conducteur de mon travail pour le projet Globamus aura été le paradoxe que suppose une identité générique issue d'une pluralité de genres, comme je l'ai exploré, je le disais, à propos de Gotham Project ou de Gustavo Reitema. Or, l'acquisition de goûts et de compétences dans une diversité de genres renvoie bien à un parcours biographique. Chez Gubitsch, celui-ci commence par une maison parentale marquée par la musique classique et par la présence de nombreux instruments, son père étant un violoniste amateur qui possédait une guitare, une harmonica, de petits claviers, des percussions, etc. C'est toutefois le rock qui, au début des années 70, constitue son premier monde musical en tant que guitariste virtuose. En 1976, à 19 ans seulement, il joue aux côtés du célèbre Luis Alberto Spinetta dans El Jardín de los Presentes, qui est l'un des disques des groupes très importants à cette époque-là, Invisible. Vous aurez fait volontiers entendre un extrait, mais je pense qu'il faut avancer. Au même moment, Gubitsch collabore avec une figure du nouveau tango, Rodolfo Medeiros, ancien bandoneoniste de l'orchestre de Osvaldo Pugliese, qui à cette époque, avec son groupe Generación Zero, prête l'oreille aux musiques jeunes et singulièrement au rock. On l'entend dans le disque de 1977, De todas maneras, par exemple dans le morceau El lugar donde vivo, où le passage de témoin entre le bandoneon de Medeiros et la guitare de Gubitsch, au moment de présenter le thème principal, montre bien comment ce qu'on appelle alors la fusion, en l'occurrence entre tango et rock, résulte surtout d'une juxtaposition. L'expérience de Gubitsch aux côtés de Medeiros est le prélude à sa participation à l'Octuor avec lequel Astor Piazzolla se produit notamment à l'Olympia à Paris en 1977. C'est là un moment important de la carrière professionnelle du guitariste, même si la collaboration entre le maître du bandoneon et le jeune rocker se passe mal pour des raisons qui sont à la fois humaines et politiques. Dès la fin des années 60, Piazzolla cherche à se rapprocher de l'expérience du rock, comme il l'avait fait avec le jazz, un intérêt où les questions purement artistiques sont difficilement séparables de la volonté de parler à un nouveau public de jeunes. Ça vaut sans doute en général. Les différentes fusions de cette époque sont incompréhensibles sans une sociologie des genres et des circulations de ceux-ci. Et ce rapport difficile de Piazzolla avec la jeunesse est directement lié à la situation politique argentine, qui était devenue explosive avec le retour du général Perón au pouvoir en 1974, après 18 ans d'exil. En effet, le vieux leader avait été soutenu par les jeunesses péronistes, un mouvement de gauche dont il se détournera une fois arrivé à la présidence et qui, de son côté, va nourrir le mouvement guerrillero Montoneros, écrasé par les militaires après le coup d'État de 1976. La question de la jeunesse devient ainsi un clivage d'époque qui s'étend du politique à l'esthétique.
C'est auprès de Piazzolla que Gubitsch fait la connaissance de Gustavo Beitelman et rejoint avec celui-ci le groupe Tiempo Argentino. Beitelman devient alors le professeur de composition de Gubitsch, un moment clé pour l'acquisition du langage classique et contemporain qu'il avait lui-même, Beitelman, reçu du compositeur Francisco Kröpfel, pionnier de l'avant-garde sérielle et électroacoustique à Buenos Aires. Je pourrais vous parler plus longuement de sa carrière, bien sûr, mais à présent, je vais me tourner, pour finir, vers la musique récente de Thomas Gubitsch, un morceau tiré de son disque Ítaca, de 2012. Le titre est « Que sepa abrir la puerta », qu'elle sache ouvrir la porte. C'est un vers tiré d'une berceuse argentine qui parle du rêve d'enfant de se marier avec une demoiselle qui sache ouvrir la porte pour aller jouer. Interrompre, mais sinon ça va être trop long. Et là encore, je dois seulement résumer en quelques phrases quelque chose qui était au cœur du travail que j'ai fait avec lui, c'est-à-dire de proposer à Gubitsch de parler de certains de ses morceaux et moi-même d'en choisir quelques-uns et voir comment on pouvait engager une sorte de dialogue sur justement quelles sont les sources génériques dans sa musique, qu'est-ce qui peut être rattaché au tel ou tel genre, etc. Et avec un peu plus de temps, je vous aurais montrer un peu comment ce dialogue s'est engagé, parce que ce qui était intéressant, c'est que bien sûr, ce qu'il me disait avait un impact direct sur ma manière de percevoir sa musique, mais ce n'étaient pas forcément les mêmes sources ni les mêmes moments que nous avons choisis spontanément comme ancrage d'une appartenance générique. Et donc ça m'amène à un commentaire très général, c'est que les marques génériques, on croit que c'est une forme d'objectivation, mais en même temps,
l'appartenance même de tel ou tel trait musical à tel genre est quelque chose qui mobilise des séquences d'interprétation qui renvoient à la culture de chacun, à sa sensibilité, etc. Et donc de ce point de vue, ce dialogue avec le compositeur me paraissait en soi intéressant à creuser du point de vue de la méthode quelque part. Bon, sans parler du fait que je n'ai pas fait défiler la partition, mais j'ai tenu au moins à la montrer parce que vous avez vu, c'est une musique extrêmement écrite, même tout est écrit sauf les solos bien sûr. Et donc dans ce rapport à l'écriture, il y a déjà une marque de gens qui en l'occurrence renvoie à son expérience auprès de Beethoven et de la musique classique. Mais bon, j'arrête là parce que ça serait vraiment l'objet d'une discussion plus longue et je conclus. Le commentaire de ce morceau nous ramène à l'idée d'archipel et aux différentes manières de transiter entre les îles, mais aussi de percevoir et de décrire ces îles et cette navigation, voire de concevoir l'archipel des genres lui-même comme une sorte de topographie virtuelle. Malgré ces inconvénients, j'aime cette image d'Ulysse dans l'archipel des genres parce qu'elle suppose un espace horizontal et aussi parce qu'elle sert à faire l'éloge du voyage et de la composition comme un voyage ou une errance entre des régions proches au gré de vents divers qui vont de l'intime au politique en passant par l'esthétique. Le disque Ithaca de 2012, nommé bien sûr d'après l'île d'Ulysse, est un retour vers une île qui curieusement n'existait pas au moment du départ. C'est en cela que le tango d'Ulysse de Thomas Gubitsch me paraît une expérience musicale singulièrement puissante et à même d'illustrer quelques-uns des sujets sur lesquels nous avons travaillé ensemble ces dernières années. Merci.